Bonsoir et bienvenue dans votre émission bimensuelle Une heure pour convaincre. En février 2015 a été lancé le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Un programme soutenu par l'Union européenne. Plus de 7 millions d'euros pour accompagner le gouvernement guinéen dans sa politique de consolidation de l'état de droit, de gouvernance, de la promotion de la démocratie ou encore de la protection des droits humains. Une heure pour convaincre reçoit pour vous ce soir le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, justement pour parler de ce vaste programme d'appui. Il s'agit bien de Maître Abdoul Kabele Camara pour vous ce soir dans Une heure pour convaincre. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un devoir. Voilà, je le disais Monsieur le ministre, je disais que la Guinée a élaboré un vaste programme de réforme du secteur de sécurité. Quels sont les points sur lesquels repose ce programme? Je vous remercie. Au commencement, la volonté du chef de l'État, président de la République, professeur Alpha Condé, qui a autorisé la validation du rapport d'évaluation du secteur de sécurité, rapport d'évaluation sur lequel toute la communauté internationale était d'accord. Ensuite, le président de la République a autorisé la mise en œuvre du lancement de la réforme du secteur de sécurité. C'est très important. Et à partir de ce lancement, il faut noter l'engagement des partenaires techniques et financiers. Et plus précisément, l'engagement de l'Union européenne. L'Union européenne qui s'est engagée à poursuivre la réforme, à soutenir la réforme au sein du ministère de la Sécurité et de la Protection civile et qui récemment a confirmé son engagement au travers la signature de son appui à la réforme du secteur de sécurité du ministère de la Sécurité et à travers le PAS. Et c'est un engagement qui est très important et je vous assure que l'Union européenne et la France sont des partenaires, ainsi que les États-Unis sont les partenaires qui nous appuient dans ce sens-là. Oui, c'est un programme essentiellement soutenu, vous l'avez dit, par nos partenaires à travers plusieurs projets. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques projets de ce vaste programme? Oui, il y a d'abord l'audit du ministère de la Sécurité, organisationnel du ministère de la Sécurité. Ce audit a permis de faire des préconisations d'organisation et également de mettre en exergue le renforcement des capacités administratives et fonctionnelles du département. Et cet audit a été fait par des experts internationaux qui ont travaillé ensemble et de concert avec tous les fonctionnaires du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui ne sont pas venus nous imposer des idées, mais plutôt échanger avec nous, essayer de voir de quelle manière la réforme pourrait être boostée au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Donc c'était un rendez-vous des données et du recevoir. Et ça a été positif parce que les préconisations qui ne nous ont pas été imposées sont des préconisations que nous sommes en train de voir comment les rendre effectives à tous les niveaux de nos services publics. Si je comprends bien à travers, Monsieur le ministre, les documents que j'ai lus justement sur ce programme d'accompagnement du secteur de sécurité, ça fait la troisième fois que l'Union européenne accompagne le gouvernement dans ce genre de programme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu rapidement des premiers et deux programmes qui ont précédé justement ce troisième programme? Voilà, je vous disais que tantôt que l'Union européenne a soutenu et appuyé de nombreux programmes. Le premier programme, c'est
Le premier projet, c'était l'audit organisationnel. Oui, oui. Le second, c'était la cartographie. La cartographie, pourquoi la cartographie sécuritaire? La cartographie sécuritaire nous permet de savoir exactement quels sont les services qui sont implantés à l'intérieur et dans le Grand Conakry. Okay. Et de photographier les bâtiments, n'est-ce pas, donc les infrastructures, et également nous permet d'identifier les moyens qui sont mis à leur disposition, ainsi que l'effectif et la responsabilité des uns et des autres, et le responsable au niveau de chaque localité. La cartographie nous permet de faire la géolocalisation. Okay. Et cette cartographie va permettre à terme de mieux repartir l'effectif à l'intérieur du pays, de procéder à un redéploiement judicieux et également à une meilleure répartition des équipements. Il y a également comme objectif majeur soutenu par l'Union européenne et la réorganisation des ressources humaines, c'est-à-dire la nouvelle politique de gestion des ressources humaines. Et cette nouvelle politique a pour point clé, n'est-ce pas, désormais la rupture. La rupture consistant avec l'ancienne méthode, consistant à déverser au ministère de la Sécurité et de la Protection civile des agents venus de toutes parts, venant de toutes parts, et dont le recrutement n'a obéi à aucun critère. Désormais, selon la réglementation qui a été admise, le ministère de la Sécurité procède à un recrutement. Et sur la base des critères, n'est-ce pas, d'aptitude physique, les critères de moralité, de compétence, et ainsi, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile recueille désormais la pleine gestion des ressources humaines dont elle devra disposer. Ouais. Mais, monsieur le ministre, je ne vous arrête pas, mais vous avez parlé de moyens. Et moi, je dispatche cette question de moyens sur, par exemple, les infrastructures, la logistique et même la formation. Alors, point par point, quand vous parlez de la cartographie de la sécurité à l'intérieur du pays, est-ce qu'il n'y a pas des préalables à faire, ou bien ces préalables-là sont là déjà? Je parle des infrastructures, par exemple, qui sont souvent pointées du doigt pour leur vétusté. Vous savez, la cartographie nous permet de savoir tout ça, tout ce que vous venez d'indiquer. Un, où sont implantés les bâtiments? Et là où sont implantés les bâtiments, de quel bâtiment il s'agit? Est-ce que le personnel qui est là-bas est en nombre suffisant ou non? Ou il n'y en a pas? Et est-ce qu'il y a les moyens qu'il faut dans cette localité? Mais est-ce que tout le pays, l'étendue du territoire est couvert par la sécurité? La sécurité, oui. Et c'est très important, c'est ce que cette cartographie va nous... Et il s'agit de photographier même les bâtiments, dans quel état ils se trouvent. Et je vous assure que la projection sur écran de cette cartographie nous a fait frémir. Il y a beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et c'est pourquoi, vous savez, la réforme n'est pas limitée dans le temps. Limitée dans le temps. Nous sommes dans une situation où il faudra faire une meilleure planification. Une meilleure planification pour que toutes les zones frontalières, parce que nous avons une zone frontalière très très importante et nous avons de nombreux pays voisins. Pour que ces zones frontalières soient couvertes en effectif, en moyens, en logistique en général, qu'il n'y ait pas de difficulté, que la communication soit effectivement assurée au niveau de toutes ces zones frontalières, tout comme à l'intérieur même du pays. Parce que on va rompre avec cette habitude consistant à courir et tout de suite pour mettre en place un bâtiment de la police parce que la gendarmerie est là. Non, ça n'a rien à voir.
c'est vrai qu'il faut mutualiser les efforts, mais ce n'est pas une course de vitesse. Il s'agit de faire, n'est-ce pas, une implantation à l'intérieur du pays, dans le Grand Conakry, de façon judicieuse, et ainsi arriver à une meilleure répartition de l'effectif, un meilleur redéploiement de l'effectif des agents et des officiers. Oui, un meilleur redéploiement des agents et des officiers. Monsieur le ministre, si nous remontons dans le passé, on comprend que c'est vraiment un casse-tête pour le ministère de la Sécurité. Vous-même, vous l'avez affirmé il y a le temps qu'il y a beaucoup plus de concentration de policiers dans la capitale qu'à l'intérieur du pays. Comment vous pensez vous y prendre? Parce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui se vit encore. D'abord, cette cartographie est la clé de voûte. D'accord. Elle va nous permettre de mieux cerner, de mieux maîtriser notre effectif. Ce faisant, cette cartographie va indiquer, par exemple, dans la région du Fouta, n'est-ce pas, de la Moyenne-Guinée, de combien de postes de police on a besoin, de combien de commissariats urbains on a besoin, de combien de commissariats centraux on a besoin. Ainsi de suite dans toutes les régions naturelles. Okay? Et puis, quelles sont les spécialités dont on a besoin dans chaque localité? Par rapport aux réalités de chaque localité. Voilà. Et c'est pourquoi la gestion de la ressource humaine a été une bonne politique qui a été mise en place et qui est en train d'être réalisée, être informatisée même. Et des agents ont été sélectionnés à cet effet. Parce que quand on maîtrise cette gestion des ressources humaines, n'est-ce pas, on ne tombera plus dans ce mal qui consiste à garder tous les policiers à Conakry, dans la capitale. Imaginez même, quand on affecte quelqu'un à l'intérieur du pays, il va juste pour faire acte de présence, et puis il se débrouille avec son chef de service ou avec un directeur ici pour retourner encore à Conakry. Ça ne peut pas aller. Il faut rompre avec cette vieille habitude. Je vois. Bon, monsieur le ministre, quand on parle de rompre avec toutes ces vieilles habitudes, je crois qu'il y a des préalables à faire, je reviens là-dessus. Il y a, par exemple, l'existence des écoles nationales de la police et de la protection civile. C'est un acquis du gouvernement en matière de sécurité. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Est-ce que ces écoles-là sont autonomes? Il y a longtemps qu'on n'entend plus parler de ces écoles. En matière de formation, je veux dire. Oui, vous avez raison. Bon, je parlais tantôt de la gestion des ressources humaines. La meilleure gestion, c'est d'assurer la formation aussi. Implique une bonne formation des agents. Pour que nous puissions avoir une police efficace, il faut une bonne formation. Aussi bien l'audit organisationnel que la gestion des ressources humaines et l'ouverture des écoles, l'Union européenne s'est investie et y a mis beaucoup de moyens. L'ouverture des écoles a été opérationnelle en septembre 2016. Si je ne me trompe. 2016. Alors que la police avait été rompue, a rompu avec la formation depuis plus de 15 ans presque. Aujourd'hui, l'École nationale de police et de protection civile, n'est-ce pas, a procédé à son lancement et plusieurs promotions ont déjà été formées et des officiers et des agents aussi. Ont été promus dans cette école. Ils sont sortis et affectés dans les différents commissariats centraux. Est-ce qu'ils ont leur impact aujourd'hui sur la sécurité? Bien sûr. Parce que, vous savez, une police qui a rompu avec la formation n'est plus une police. Il faut féliciter et remercier vraiment les partenaires techniques et financiers, mais aussi l'État guinéen. Le gouvernement a mis la main à la poche. Chaque année, depuis plus de 3 ans, le gouvernement guinéen, n'est-ce pas, inscrit sur la ligne du budget du ministère de la Sécurité à peu près de 26 à 27 milliards de francs guinéens. Et je peux dire que plus de la moitié de ce montant est affecté
à l'École nationale de police et de protection civile pour que cette école soit plus performante. Est-ce qu'elle est autonome? Elle est autonome? Elle est autonome. Elle est autonome. C'est un établissement public, n'est-ce pas, qui travaille de façon autonome. Et d'ailleurs, mon souhait, et ce sur quoi je suis en train de me battre actuellement, c'est que le budget, n'est-ce pas, qui est affecté à l'École nationale de police et de protection civile soit logé de l'école. Ouais. C'est très important pour que le conseil d'administration et la direction générale de cette école puissent procéder à tout ordonnancement, n'est-ce pas, à la gestion de ce fonds-là, et au grand bénéfice de l'école. Okay. Monsieur le ministre, quand vous parliez tout à l'heure de recrutement, vous avez parlé d'acteurs impliqués. Est-ce que la fonction publique sera impliquée dans ce recrutement? Et quels seront les critères? Parce que c'est un mal qui sévit au sein de nos forces de défense et de sécurité. Il y a la formation qui manque, le b.a.-ba même manque au niveau de certains agents. Oui, mais ça c'est fini, je l'ai dit tantôt. C'est la rupture avec des méthodes désuètes, obsolètes. On ne peut pas continuer à déverser à la police des agents ou des fonctionnaires venant de toutes parts. La police, quand même, a sa spécificité. Tout à fait. Il s'agit d'un corps où des techniciens de la police doivent travailler. Donc des gens qui vont à l'école pour apprendre la technique professionnelle de police. C'est hautement scientifique. Aujourd'hui, quand et même avant, n'est-ce pas, la police scientifique. Technique et scientifique. Mais elle existe pour quelque chose. Et cette police technique et scientifique ne peut être gérée que par des techniciens, des gens qui ont été à l'école. Il y en a qui ont fait l'université, et Bac plus 4, et qui ont fait des postes universitaires, n'est-ce pas, pour cela. C'est très important. Il faut de véritables techniciens. On ne prend plus les gens dans la rue comme ça parce que vous, madame, vous avez un neveu qui a raté sa scolarité. Vous êtes inquiet parce qu'il est en train de prendre la dérive. Vous venez voir le ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour qu'au prochain recrutement, il soit recruté. Alors la police n'est pas faite pour ça. Imaginez que la police assure la protection des personnes et des biens. Pour que vous puissiez dormir bien, en toute tranquillité, il faut des agents bien formés. Donc, on ne reçoit plus personne. Et ça, c'est réglé depuis que le président de la République, Alpha Condé, est au pouvoir. Il nous a instruit de mettre l'accent sur le recrutement et sur la qualité du recrutement. Voilà. Bon, on me dira qu'il y a 2500 qui ont été déversés récemment à la police. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Vous voyez d'ailleurs que j'ai l'honnêteté, la conscience professionnelle de ne pas cacher cela. Bon, mais c'est un mal nécessaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les résolutions, n'est-ce pas, du dialogue intersyndical avec le gouvernement. Donc, pour calmer le jeu, n'est-ce pas, on a pris près de 5000 fonctionnaires qui ont été répartis dans les différents départements. Alors, moi, je reçois les 2500. Je sais, pour leur rendre service d'ailleurs, parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout l'aptitude nécessaire, qualifiante, pour exercer la fonction de policier. Alors, ils se reconnaissent et ils viennent même me dire pour demander leur mutation ou de leur mise à disposition dans un département qui convient à leur profil. Qui convient mieux à leur profil. Donc, mais à l'exception de ce cas exceptionnel, on ne recrute pas, n'est-ce pas, de façon hasardeuse, et on suit les principes qui sont contenus dans les lois et règlements en vigueur. Monsieur le ministre, en parlant de police, certainement de recrutement, il y a eu la formation de la police de proximité. Parlez-nous du rôle de cette police de proximité. Voilà. Alors, cette police de proximité, si heureusement, fait partie des projets de l'Union européenne. Et avec l'appui également de certains partenaires techniques et financiers.
Mais je dois dire que la police de proximité est une nouvelle doctrine d'emploi qui a été mise en place, lancée par l'Union européenne. Et nous avons atteint des avancées majeures, et surtout dans le Grand Conakry, et après, à Koya et Dubreka, la police de proximité va être mise en place, et le projet va être étendu sur tout le territoire national. Et cette police de proximité, c'est pour mieux rapprocher la police de la population. Répondre aux attentes de la population, aux attentes légitimes de la population. Mieux la protéger. Et par le biais de la police de proximité, je parlais tantôt de la nouvelle doctrine d'emploi. Et quand vous allez dans les commissariats centraux aujourd'hui, vous avez le service général, et vous avez le service d'accueil, n'est-ce pas? Et également, vous avez un bureau où on reçoit des plaintes, et également un autre où on donne suite à ces plaintes. Et ça permet vraiment de décentraliser et une meilleure organisation des services de la police, et surtout de rendre un meilleur service à la population. Souvent, les gens viennent dans les commissariats, ils sont désemparés, ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Alors, tout est réparti actuellement. Et il y a, à l'appui de cette nouvelle doctrine d'emploi, les comités locaux de surveillance et de prévoyance de la délinquance. Et ces comités locaux sont composés de policiers, du personnel de la justice, de la société civile, également des élus locaux. Des élus locaux autour du maire pour discuter de toutes les possibilités tendant à prévenir les conflits dans les quartiers. Quand vous parlez de police, vous parlez de cette police de proximité ou bien des agents de police recrutés sur les formations requises? Police de proximité qui ont été formés à cet effet. Voilà, parce qu'il y a une formation qui a été assurée. Et la police de proximité n'est pas un corps différent de la police. Ce sont les agents et officiers de police qui ont été sélectionnés, formés à cet effet, pour qu'ils puissent accomplir la mission de proximité avec la population. Et on a procédé à la mise en place des comités locaux de surveillance et de prévoyance de la délinquance dans toutes les communes de Conakry. Et un guide a été élaboré, mis à la disposition de ces comités locaux. Il y a même, dans le cadre de la police de proximité, des policiers référents qui sont affectés dans les établissements publics pour rompre cette distance entre les élèves et les policiers. N'est-ce pas? La crainte, pour briser la crainte, n'est-ce pas? Pour dégeler cette résistance, ou en tout cas ce dégoût des forces de police, pour regagner la confiance de la population. Et ça permet d'assurer un dialogue entre les jeunes et les policiers, et surtout dans le cadre de la lutte contre la drogue. Combien de nos jeunes sont en proie de la drogue aujourd'hui? Combien de familles sont en détresse aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, ces policiers référents jouent un rôle important. Nous allons procéder à l'extension de ce projet grâce à l'Union européenne qui a mis beaucoup d'argent dans ce projet-là. Dans ce projet, Monsieur le ministre, est-ce que, je parlais de moyens tout à l'heure, je dis, est-ce que vous avez les moyens de votre politique? Par exemple, on a été victime de manifestations récurrentes depuis maintenant près de 5 ans. Et on voit que la police est souvent la victime de ces manifestations. Et on accuse aussi qu'ils ne sont pas suffisamment protégés face aux populations. Et c'est ce qui fait qu'on voit souvent que les forces de l'ordre prennent la poudre d'escampette, comme le diraient certains dans le quartier. Vous savez, cette police existe depuis 1960. 2 ans après notre indépendance. Elle vient de loin. Au stade où j'ai pris cette police en charge, quel a été le constat? Partagé par vous tous. Le constat était que cette police n'avait pas d'effectifs suffisants. Cette police n'avait pas de moyens suffisants. Pour preuve, jetez un coup d'œil sur les budgets respectifs.
Cette police a besoin d'équipement. Oui. Pour assurer la sécurité des personnes et des biens, il faut des moyens. La sécurité, dit-on, c'est l'assurance vie. La sécurité, c'est la paix pour vous, pour nous, pour tout le monde. La sécurité, c'est la tranquillité. Vous voulez prier parce qu'il y a la paix, il y a la stabilité. Vous voulez faire des opérations financières parce qu'il y a la paix et, n'est-ce pas, la stabilité. Dit-on, l'argent n'aime pas le bruit. Non. Voilà, alors la sécurité n'a pas de prix, elle a un coût. Ce coût, il faut le mettre. Il faut le mettre. Le gouvernement a beaucoup fait. Je vous parlais de 26 milliards chaque année logés dans la ligne de la réforme du secteur de sécurité et gérés par l'unité de gestion qui relève de la présidence de la République. C'est très important. Par ce biais, nous arrivons à à doter nos services de certains moyens. Récemment, il y a 40 véhicules, n'est-ce pas, 4x4 qui ont été répartis, n'est-ce pas, aux commissariats centraux et de Conakry et à l'intérieur. Vous savez, la réforme, c'est de longue durée. Oui. On ne finira jamais une réforme. Et l'État devra y mettre les moyens. Et les partenaires techniques viendront. Vous savez, moi, à certains moments, je n'ai pas attendu que les partenaires techniques viennent. Je n'ai pas attendu que l'État mette les moyens. Mais j'ai interrogé mes collaborateurs. Que pouvons-nous faire dans l'immédiat sans l'aide de l'État, sans l'aide des partenaires techniques et financiers? Voilà. Quand même, pour élaborer des textes législatifs et réglementaires, on n'a pas besoin de se creuser la tête assez longtemps, n'est-ce pas? Si on n'a pas fait, d'autres l'ont fait. On peut donc regarder chez les autres, dans leur champ, et essayer de cueillir quelque chose pour l'adapter à nos réalités. Et cela ne nécessite pas de moyens. Et ces moyens-là, c'est nous qui devons nous substituer, n'est-ce pas, aux partenaires techniques, même au budget de l'État, pour le faire. C'est pourquoi les comités techniques sectoriels, n'est-ce pas, de la réforme existent. Ils doivent travailler. Ils doivent travailler. Oui. Bon, alors, mais cela dit, nous sommes dans le cadre de la réforme du secteur de sécurité et plus précisément de la police et de la protection civile. Oui. Et surtout, nous sommes là dans le cadre de l'appui des partenaires techniques et financiers et plus précisément l'appui de l'Union européenne. Oui. Qu'est-ce que l'Union européenne a encore fait de plus que ce que je viens de dire? La protection civile. Oui. La protection civile que vous n'avez pas connue sous la forme actuelle. Oui. Elle est érigée actuellement en direction nationale, comme toutes les autres directions nationales. Oui. C'était autrefois, ça tournait autour des sapeurs-pompiers. Oui. Voilà le petit bâtiment que vous voyez à Tombo là-bas, oui, n'est-ce pas, et qui ne représentait rien du tout. Mais aujourd'hui, c'est une grande direction nationale composée des unités de protection civile et également des services incendie-secours. À ce jour, vous avez 8 services incendie-secours, oui, n'est-ce pas, qui ont été projetés par l'Union européenne et qui sont en voie de réalisation. Oui, oui. Et également, vous avez 4 unités de protection civile. Oui. La protection civile, c'est quoi? Les unités de protection civile. C'est pour assurer, n'est-ce pas, la meilleure gestion des catastrophes. Vous savez, quand Ebola est arrivé, est tombé sur nous en Guinée, qu'est-ce qu'il y avait en place pour assurer une meilleure gestion? Il a fallu des mois et des mois, oui, pour que l'on comprenne, un, que c'est Ebola, oui, deux, comment gérer, oui, cette catastrophe. Oui. Il y a également des catastrophes naturelles qui puissent surgir. Alors aujourd'hui, c'est chose faite avec la protection civile. Il y a une politique, n'est-ce pas, de gestion des catastrophes qui a été élaborée et acceptée par tous les départements concernés grâce à la politique éclairée du monsieur le président de la République, professeur Alpha Condé. Pour que demain, s'il nous arrivait quoi que ce soit, que nous soyons en mesure de faire face à cette catastrophe. Il ne s'agit pas seulement de maladies, voilà, mais il peut y avoir des incendies énormes.
N'est-ce pas? Voilà, monsieur le ministre, on assimile d'ailleurs la protection civile à l'extinction des feux seulement. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi les rôles attribués aussi? Oui, mais c'est ce que je viens de dire, madame. Oui, il y a d'une part les unités de protection civile, il y a d'autre part les services incendie-secours. Les services incendie-secours, c'est ceux-là qui sont appelés quand il y a un incendie dans un quartier. Malheureusement, la chose est très difficile. Pourquoi? Parce qu'à Conakry, il n'y a pas d'adressage. Bon, les lotissements ne sont pas bien faits. Quand vous allez dans les fins fonds de Sonfonia, il y a un incendie là-bas. On dit souvent, les policiers ne font rien, les sapeurs-pompiers viennent en retard. Mais comment retrouver l'adresse? Vous allez le dire à Wanindara là-bas, au centre ou quelque part là-bas, il y a un incendie. Comment y arriver? Vous n'avez pas la rue numéro tant, portant tel nom, et le bâtiment numéro tant. On va vous dire, il y a un grand fromager quelque part à côté. Quand vous allez contourner, il y a un marché. Et peut-être vous verrez les gens en train de crier. Est-ce que c'est une adresse? Vous interpellez par là les travaux publics? Mais non, mais j'interpelle tout le monde. J'interpelle tout le monde. Et puis les sapeurs-pompiers, dans l'exercice de leur mission, sont souvent caillassés, brutalisés par la population alors qu'ils n'y sont pour rien. Ils travaillent 24 heures sur 24. Il y a un service, n'est-ce pas, un numéro d'appel, le 18, qui fonctionne. Donc ça, c'est les services incendie et secours. Nous allons l'implanter dans la plupart des régions. D'abord, des 5 communes, c'est en voie de construction. Également dans certaines régions naturelles. Les unités de protection civile, il y en a 4. Dans 4 régions naturelles, et plus tard, quand les moyens le permettront, nous allons les implanter dans les autres régions naturelles. C'est très important la gestion des catastrophes. Très important. Tout à fait. Quand il y a séisme, il faut qu'une agence ou une institution soit en mesure de faire face à ce séisme, à sauver les vies, n'est-ce pas? Oui, merci Monsieur le ministre. Parlons à présent, Monsieur le ministre, de la gestion aussi, je vous l'ai dit, je voudrais enchaîner avec vous, de la gestion de ces catastrophes. On sait que, vous l'avez dénoncé, il y a l'enclavement, l'enclavement de toutes parts. Et dernièrement, après les états généraux et le plan d'urgence, il y a eu certaines opérations d'envergure qui ont été enclenchées par votre ministère. Et aujourd'hui, il y a un véritable silence. Et les occupations anarchiques, par exemple, que vous combattiez, reviennent au galop sur les trottoirs. Donc la sécurité routière est profondément menacée aujourd'hui à Conakry. Quand on a lancé le plan d'urgence de la sécurité routière et que des résultats positifs étaient atteints, bon nombre de gens disaient oui, ils ne vont pas continuer. Et vous avez donné la promesse que ça allait continuer. Ils vont s'essouffler. Ils vont s'essouffler. Et même les bonnes dames qui prenaient du recul par rapport à la chaussée, n'est-ce pas, disaient, bon, on va prendre du recul, mais nous reviendrons au galop. Ils vont se fatiguer. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, Monsieur le ministre. Voilà. Mais le constat, c'est que vous ne cherchez pas très bien l'origine de ce revirement. Savez-vous qu'au moment où l'on finissait les états généraux, les élections municipales étaient annoncées? Tout à fait. Locales. Et au moment où lançaient les élections, l'opposition avait repris les manifestations. Faut-il faire face à plusieurs fronts? Moi, je pense qu'un chef de guerre doit être prudent. Voilà. Vous laissez d'abord les bonnes femmes, vous les sensibilisez, autant que faire se peut. Ceux qui comprennent que leur vie en dépend, restent là où ils sont en dégageant la route. Il y en a qui ne comprennent pas. Il y en a qui, pour des raisons qui leur sont propres, aussi viennent tout simplement pour semer le trouble. Pour semer le trouble. Voilà. Alors, moi j'ai instruit à mes services de ne pas baisser les bras. Le plan d'urgence était accompagné financièrement. Finance ou pas, la mission de la sécurité routière, n'est-ce pas, c'est d'assurer la régulation de la circulation. Et c'est pourquoi nous avons gonflé leur effectif. Nous sommes en train de sélectionner 500 agents pour les former.
n'est-ce pas, au contrôle et à la régulation de la circulation, également au contrôle des documents, ensuite de la conduite dans la circulation. Qui nécessite d'ailleurs le contrôle des documents, M. le ministre, qui nécessite une véritable formation au niveau des agents. Il y a des agents, on a percé ce mal au niveau des agents qui ont de la peine même à lire le nom des conducteurs. Mais vous savez, vous avez raison, madame. Je vous parlais de la formation tantôt. Tout ça dépend de la formation. Qu'avions-nous dans les bras? Ma première inspection, visite dans les différents commissariats spéciaux de la sécurité routière. Le premier commissariat spécial que j'ai rencontré, j'ai demandé aux agents de lever la main, ceux qui sont détenteurs du permis de conduire. Il n'y en avait pas beaucoup. Ceux qui sont familiers au code de la route, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, vous savez que le code de la route n'est pas encore adopté par l'Assemblée nationale, même si des efforts ont été fournis pour son élaboration. Alors, sans code de la route, que vous ne maîtrisez pas, sans permis de conduire, parce que, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous pouvez? Vous pouvez contrôler? Non. Vous ne connaissez même pas les infractions liées à la circulation routière. Qu'allez-vous faire? Bon, alors, vous voyez que le travail était immense. Le travail que nous devons faire est immense. Monsieur le Président de la République a pris le taureau par les cornes. Il faut le reconnaître. Mais vous savez, dans cet océan de réforme, dans cet océan de constats, n'est-ce pas? Il faut faire une planification. On ne peut pas faire tout. Et je pense que 10 ans n'est pas suffisant pour faire tout le travail qu'il faut et redresser la situation. Il en faut d'autres. Il en faut d'autres. Alors, c'est une planification. Aujourd'hui, nous avons planifié de renforcer l'effectif de la sécurité routière, de renforcer leurs capacités opérationnelles, n'est-ce pas? Les véhicules qui sont venus, je les ai mis à la disposition de la Direction nationale de la sécurité routière. J'ai commandé, n'est-ce pas, des grues qui vont bientôt venir et nous travaillons avec d'autres sociétés qui ont à leur disposition des grues pour prendre tous les véhicules qui sont en stationnement défectueux et les mettre à la fourrière. Bon, mais aussi, la régulation de la circulation ne dépend pas seulement que de la police. Il y a les travaux publics, il y a les transports. Les routes sont muettes. Il faut arriver à faire parler les routes. C'est très important. Mais puisque tous ces départements étaient associés aux états généraux mais ce n'est pas un seul jour. Madame, ce n'est pas un seul jour. Ce n'est pas à coup de réseau. Mais il y a des urgences, monsieur le ministre. Il y a des urgences qui peuvent être exécutées immédiatement, c'est-à-dire à très court terme. Il y a des... On ne parle pas d'urgence quand on fait le triptyque de court terme, de moyen terme et de long terme. L'urgence disparaît. L'urgence, c'était de sensibiliser les populations. Et vous-même, vous qui n'êtes pas détenteur de permis de conduire, vous conduisez n'importe comment, vous ne savez même pas ce que c'est de dépassement en double fil ou en triple fil, n'est-ce pas? Et quand vous êtes sur la route, même s'il y a des traçages, n'est-ce pas, des lignes continues ou discontinues, vous ne savez même pas à quel moment il faut dépasser en ligne continue ou en ligne discontinue. Autrement dit, vous ne maîtrisez pas vous-même puisque vous avez acheté ou pris votre permis de conduire quelque part. Vous ne connaissez pas le code de la route. Donc vous conduisez parce que tout simplement vous avez appris à conduire. Et c'est le cas de plusieurs citoyens guinéens. Et c'est le cas également de tous les clandos, n'est-ce pas, qui utilisent les véhicules sans jamais être autorisés. Bon, cela nous éloigne un peu, n'est-ce pas, des projets de l'Union européenne.